L'événement politique du jour, en Suisse, est le second sondage SSR sur les votations du 12 février, sur la question cruciale de la réforme de la fiscalité des entreprises. Tout s'est resserré. On arrive à un coude à coude, 45 contre 44. C'est vraiment très serré, Linda Bourget. Oui, et la dynamique est très claire depuis le premier sondage SSR en décembre. Eh bien, le oui à la RIE3 est en recul à 45% et puis le non augmente fortement à 44% avec des indécis qui restent très nombreux. Ça veut dire que tout va se jouer dans les derniers jours de campagne, alors même qu'on sent depuis la semaine dernière que le climat est en train de changer depuis qu'Evelyn Widmer-Schlumpf, ancienne ministre des Finances, femme de droite, très crédible, est venue dire qu'elle estimait que cette réforme n'était plus équilibrée. Alors dans son sillage, eh bien, une série de politiciens bourgeois sont venus dire leur opposition à RIE3, surtout des élus locaux qui craignent les conséquences pour les finances de leur commune. Il faut rappeler qu'on parle quand même d'une réforme qui va coûter 3 milliards de francs par an. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait peur à la classe moyenne qui craint de devoir payer cette facture. C'est l'argument que la gauche martèle depuis des semaines. C'est un argument redoutable et très problématique à combattre pour la droite et l'économie. L'Office fédéral de la communication, l'Ofcom, devra restituer 43 francs 50 à un téléspectateur. Cette somme correspond à la TVA payée entre 2005 et 2015 en même temps que la redevance. Le tribunal administratif fédéral a rendu son jugement public aujourd'hui. Un recours de l'Office fédéral de la communication est encore possible, mais le jugement fait date. Laurent Dufour, Loïs Siguen-Lopez. 45 francs 35 ou 4 ans de TVA sur la redevance radio-TV. 45 francs 35 perçus indûment selon le tribunal fédéral. Il exige un remboursement. L'Office fédéral de la communication doit rendre cette somme à un plaignant. Et le cas précis est un petit peu particulier par rapport aux autres cas qui sont ouverts, qui portent sur toute la période de redevance avec TVA, alors que celui-là porte sur une partie. Donc il est encore trop tôt aujourd'hui pour dire ce que nous on va faire et comment on va réagir à ça, parce qu'il faut vraiment qu'on analyse les faits. Le même plaignant avait obtenu en 2015 que la TVA soit déduite de la redevance pour consommer les médias. Nouvelle étape aujourd'hui, il obtient le remboursement de 4 ans de TVA, un jugement symbolique pour la défense des consommateurs. On en fait une question de principe. On estime que c'est pas juste que les consommateurs, alors qu'il n'y a pas de base juridique pour ce montant, aient dû payer ce montant pendant quelques années. Un impact, c'est que, en principe, les consommateurs, il faudra déterminer le cercle des ayants droit. Est-ce que c'est les gens qui se sont inscrits sur notre plateforme, tous les assujettis, qui auront droit à ce remboursement? La bataille juridique n'est donc pas terminée. D'autres cas sont devant le tribunal fédéral administratif. Qui et comment rembourser, sur quelle période? Pour l'Office fédéral de la communication, il est encore trop tôt pour juger. C'est un cas particulier qui ne s'applique pas à tout le monde et donc les autres jugements qui sont encore attendus devraient nous apporter plus de clarté sur ce qu'il y a lieu de faire pour une majorité de personnes. L'Ofcom dispose sur ce cas de 30 jours pour faire recours. Le simple fait de quitter illégalement l'Érythrée ne suffira plus pour obtenir l'asile en Suisse. C'est une décision du tribunal administratif fédéral publiée hier. Les juges ont estimé qu'on ne peut plus partir de l'idée qu'un retour en Érythrée exposerait à des sanctions constitutives d'un sérieux préjudice. Fin de citation. Le demandeur d'asile qui avait déposé ce recours pourra cependant rester en Suisse car il a bénéficié d'une admission provisoire. Pierre Nebel, alors cette question a beaucoup agité le monde politique. Est-ce que ce jugement va fondamentalement changer l'attitude de la Suisse à l'égard de ces demandeurs d'asile érythréens? Alors non, on ne va pas parler de révolution. Les personnes qui désertent l'armée érythréenne continueront, comme aujourd'hui, à obtenir l'asile en Suisse. Par contre, c'est vrai, il y a un véritable durcissement à l'égard de toutes les personnes, on l'a dit, qui obtenaient jusqu'à présent l'asile par le simple fait qu'ils avaient quitté illégalement l'Érythrée. Ceux-là, eh bien, ils n'obtiendront désormais plus qu'une admission provisoire. Ça veut dire qu'ils peuvent bien rester en Suisse, mais avec un statut moins attractif, c'est le permis F, un permis avec lequel il est par exemple nettement plus difficile de pouvoir faire venir sa famille en Suisse. La conséquence, c'est que des personnes qui fuient l'Érythrée pourraient peut-être se choisir un autre pays européen pour déposer une demande d'asile, un pays moins restrictif. À ce titre, il est d'ailleurs intéressant de noter que l'année dernière, les demandes d'asile en provenance d'Érythrée ont diminué de moitié, toujours environ 5000 demandes. Plusieurs facteurs expliquent ce recul, mais certains experts estiment que le durcissement des conditions pour obtenir l'asile pourrait avoir joué un rôle, un changement annoncé par le SEM au mois de juin dernier et qui est confirmé à présent par le tribunal administratif fédéral. Pierre Nebel à Berne, merci beaucoup.
Notre série de reportages consacrée aux œuvres architecturales controversées nous emmène aujourd'hui dans le Jura. Comme de nombreuses villes de Léman cherchent à se densifier, ces autorités mènent donc une réflexion pour conjuguer développement et qualité de vie. Un projet qui passe aussi par l'élimination de quelques édifices disgracieux. Aline Sarretti, Fabienne Pormion-Cocarel. Se développer, oui, mais pas n'importe comment. La capitale jurassienne mène une vaste réflexion sur sa densification. Delémont souhaite s'agrandir tout en respectant le patrimoine bâti. Dans ce contexte, elle traque les bâtiments jugés disgracieux ou perturbants, quelques dizaines au total, dont celui-ci. Il surplombe une rivière, la Sorne, qui est un espace public majeur qui normalement devrait être libéré de toute construction. Donc je dirais que c'est un parfait exemple d'une intégration très mal réussie, sans doute réalisée pour des motifs de spéculation, des motifs économiques. L'héritage d'une politique d'expansion menée à tout va à partir des années 70 au détriment d'une certaine cohérence. C'est le cas également ici, à l'avenue de la Gare, une des principales artères de la ville, où cette construction fait tâche à côté de bâtiments classés et protégés, un choix impensable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pris conscience que densifier, c'est densifier avec qualité, tenir compte des inventaires existants et puis faire une juste pesée d'intérêt. Sans doute qu'à l'époque, les pesées d'intérêt ont été insuffisantes. On a peut-être mis en avant la promotion et le développement économique, parfois aussi les développements immobiliers au détriment de cette qualité architecturale. Parmi les dizaines de constructions jugées perturbantes, toutes ne sautent pas aux yeux. C'est le cas de ces petits immeubles situés aux portes de la vieille ville de Delémont. Et pourtant, ils figurent sur la liste noire des autorités. Et ce qu'on constate ici, c'est que le volume des bâtiments, leur forme, leur intégration par rapport aux bâtiments voisins n'est pas assurée. On est plutôt dans une zone approche de la vieille ville, avec un tissu bâti qui devrait être contigu, des bâtiments de 2 niveaux, et puis une toiture à double pan, et on a complètement rompu avec cette contiguïté. Mieux comprendre les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. C'est le credo des autorités actuelles qui ont arrêté une politique beaucoup plus rigoureuse en la matière. Il sera en revanche difficile de se débarrasser de tous ces éléments perturbateurs recensés dans les 4 coins de la ville. Ils sont pris en considération dans l'ensemble de notre développement futur. Je ne sais pas si ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais par la suite, il faut regarder pour pouvoir justement développer au mieux la ville, enlever ces objets perturbants que l'on a encore sur notre territoire pour pouvoir vraiment donner la meilleure image qu'il soit de la ville de Delémont. Delémont est résolument tourné vers l'avenir tout en préservant son identité et la qualité de vie de ses quelques 12 000 habitants. Notre tour des autres nouvelles de Suisse romande nous emmène ce soir dans les cantons de Genève et Neuchâtel, mais d'abord à Lausanne pour cette manifestation de soutien à l'hebdo. Pancarte à la main, politiciens, syndicalistes, journalistes et lecteurs se sont réunis à Lausanne. Près de 300 personnes pour sauver l'hebdo, sauver le temps et sauver la diversité de la presse en Suisse romande. Un rassemblement qui survient suite à la mort annoncée du magazine L'Hebdo. Le dernier numéro paraîtra vendredi. Pour les journalistes, le combat n'est pas terminé. Ils attendent un geste des éditeurs. Qu'il n'exclut pas cette possibilité, qu'il n'exclut pas de céder ce titre, toute son histoire, toute son importance, à des gens qui aujourd'hui se lèveraient dans le paysage suisse romand et ailleurs et qui voudraient réaliser cet objectif. Sur Internet, une pétition circule pour sauver le titre et une récolte de fonds est en cours via le financement participatif. Surprise dans la course au Conseil d'État neuchâtelois. Parmi les 3 candidats que lance l'UDC, Jean-Charles Legris, ancien conseiller communal à la Chaux-de-Fonds, non réélu au printemps dernier. On se souvient aussi de lui pour une affaire de harcèlement. Il a été totalement blanchi et il est clair que chez nous, la façon dont il a géré les attaques qu'il a subies, avec calme, je dirais force, ça vaut adoubement au niveau de l'UDC. On sait qu'on a là quelqu'un sur qui on peut compter, quelles que soient les circonstances. Les 2 autres candidats adoubés hier soir par l'Assemblée sont Xavier Chalonde, actuel président du Grand Conseil, et le député Stéphane Moser. Place de parc, pistes cyclables ou encore nouveaux feux de signalisation, 55 mesures ciblées pour améliorer la circulation ont été prises en 2016 à Genève, soit 2 fois plus qu'en 2015. Le canton a présenté un catalogue de ces réalisations mises en place suite à des sollicitations d'usagers. Coût total des nouveaux aménagements, 1 240 000 francs. On peut considérer ces mesures comme anecdotiques, en fait elles ne le sont pas du tout. Sur l'ensemble du catalogue, nous avons plus de 23 aménagements qui sont faits pour la mobilité douce et pour les transports collectifs.
pour pacifier justement la circulation dans les zones 1 et 2, donc l'hypercentre et le centre-ville. En 2017, le canton compte poursuivre sur cette lancée. 2000 nouvelles places pour 2 roues motorisées devraient être créées d'ici la fin de l'année. Il faut doper la location des appartements touristiques en Valais. Pour y parvenir, la promotion économique du canton et les acteurs de l'immobilier s'unissent et lancent un nouveau label de qualité destiné aux agences immobilières. Objectif, rassurer les loueurs et locataires de biens. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir une agence immobilière en montagne, faire de la location, faire du Airbnb, et il y a peut-être besoin d'avoir un certain cadre qui permette aux clients finaux d'être rassurés quant aux prestations qu'ils vont obtenir. L'implantation de l'EPFL à Fribourg ne se fait pas aussi vite que prévu. C'est tout un quartier d'innovation qui est en développement. Les résultats se font attendre, notamment en matière d'emploi. Damien Métro, Karine Régidor. Le parc technologique Blue Factory à Fribourg est à la traîne. La Halle Bleue, dont le principal locataire est l'EPFL, devait accueillir près de 200 emplois, mais n'en compte que la moitié. De plus, le parc manque cruellement de nouvelles infrastructures. Pour nous, c'est clé, c'est la mise à disposition de nouvelles surfaces. Il nous faut 5-6 000 m² pour pouvoir répondre au marché. Financièrement, vous en attendez plus des pouvoirs publics? Alors je ne sais pas si c'est un appui plus important. J'aimerais surtout qu'on n'ait pas de regrets dans 10 ans. L'État et puis les collectivités publiques ont déjà engagé 70 millions de francs pour Blue Factory, dont 26 millions pour la construction du Smart Living Lab. L'école polytechnique fédérale, avec son futur bâtiment, le Smart Living Lab, est un vrai moteur pour l'ensemble du parc. Mais ce dernier ne lui offre pas toutes les conditions cadres, notamment pour les chercheurs de renommée internationale. On leur a promis qu'ils seraient sur un quartier d'innovation, qu'ils allaient pouvoir bénéficier d'un bâtiment exceptionnel. Donc on attend que la ville et le canton de Fribourg se donnent les moyens de ces ambitions. Sinon nos chercheurs iront peut-être voir ailleurs. Ailleurs, justement, le canton du Valais a investi massivement dans Énergie-Polis, où l'EPFL attend jusqu'à 400 chercheurs. L'État du Valais a débloqué un crédit cadre sur les 7 ou 8 ans à venir, depuis 2013 je crois, de 356 millions, et 356 millions couvrent les investissements. Alors qu'à Fribourg, le canton investira 26 millions pour le nouveau bâtiment de l'EPFL. Je pense qu'il faut peut-être reconsidérer ce montant et voir si on peut faire peut-être plus. Le modèle de croissance de Blue Factory, il ne repose pas sur des investissements à fonds perdus de l'État de Fribourg. Donc en fait, les prochains bâtiments qui seront construits avec des crédits bancaires. Une solution envisagée, ouvrir un partenariat public-privé avec des droits de superficie.